J'ai passé 22 mois à restaurer une vieille ferme en pierre de mes propres mains. Chaque mur, chaque poutre, chaque centimètre du parquet d'origine en bois massif. Quand j'ai tendu l'acte de propriété à mon fils, il a regardé autour de lui pendant 45 secondes et a dit qu'il avait l'impression d'être dans une chambre d'hôte pour personnes âgées. 6 semaines plus tard, j'ai vendu cette maison à un promoteur pour 870 000 euros. Quand mon fils l'a découvert, il m'a dit que j'avais volé ma propre famille. Mais ce n'était que le début. Je m'appelle Gérard Mercier. La plupart des gens m'appellent GG. J'ai 64 ans, je suis tailleur de pierre à la retraite. 41 ans dans le métier avant que mon genou droit ne prenne la décision à ma place. J'ai construit tout ce que vous pouvez imaginer, des murs de jardin, des façades de cathédrales, des habillages de cheminées pour des maisons qui coûtent plus cher que ce que je gagnerai dans toute ma vie. Mes mains connaissent la pierre comme un pianiste connaît ses touches. Vous la sentez avant de la voir. Le poids, le grain, la température. Un bon maçon ne se contente pas d'empiler des cailloux. Il les lie. Ma femme, Caroline, est décédée il y a 3 ans. Cancer du pancréas. 11 semaines entre le diagnostic et le dernier matin où j'ai tenu sa main. Elle avait 59 ans. Elle aimait les mots croisés, les colibris et rouler les vitres baissées en octobre. Elle n'a jamais pu finir la grille qu'elle avait commencée la veille de son diagnostic. Je l'ai toujours sur le comptoir de la cuisine. Je n'y ai jamais touché. Après son départ, le silence dans notre maison est devenu une forme de poids en soi. Pas un silence paisible. L'autre genre de silence. Celui qui s'infiltre dans les murs et y reste. Je possédais 2 hectares de terre près d'Alès, dans les Cévennes, depuis 1987. Caroline et moi l'avions acheté l'année de la naissance de notre fils, Damien. C'était un terrain bon marché, en pente, rocailleux, partiellement boisé, avec une ferme en pierre en ruine à la lisière des arbres. Une bâtisse de 1890. Construction d'origine en pierre des champs. 2 étages. L'ossature était encore solide sous les parties effondrées. Nous avions toujours parlé de la restaurer un jour. Un jour n'a cessé d'être repoussé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'avenir possible. Après le décès de Caroline, j'ai regardé cette ruine depuis ma véranda un matin de janvier et j'ai pensé, je sais comment faire ça. Je sais exactement comment m'y prendre. Je n'ai appelé personne. Je n'ai demandé l'avis de personne. J'ai sorti mes outils de la remise, j'ai conduit jusqu'au terrain et j'ai commencé à déblayer les gravats. 22 mois. Chaque matin avant que la brume ne se lève sur les crêtes des Cévennes. Chaque soir jusqu'à ce que je ne puisse plus faire confiance à mes propres mains dans la lumière déclinante. J'ai remonté les murs en pierre d'origine en utilisant des techniques traditionnelles de pierre sèche et de mortier de chaux, de la même façon que ces murs avaient été construits avant que quiconque ne pense que le béton était un progrès. J'ai trouvé du cœur de pin de récupération pour les planchers dans un chantier de démolition à Anduze. De larges planches, certaines mesurant 50 cm de large. Je les ai poncées et vernies à la main. Pas de décapant chimique. Juste du temps et de la patience. La cuisine, je l'ai construite à partir de matériaux de récupération et de nouveaux placards que j'ai menuisés moi-même. En bois de cerisier, avec des assemblages à tenons et mortaises taillés à la main. Simple et épuré. Les 2 cheminées, je les ai restaurées pierre par pierre. La plus grande, dans la pièce à vivre, m'a pris 6 semaines à elle seule. J'ai rejointoyé chaque joint. J'ai reconstruit le couronnement de la cheminée à partir de zéro. Quand j'ai eu fini, la maison offrait 170 mètres carrés de quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. Une construction authentique des années 1890. Modernisée pour le confort actuel. Sur près d'un demi-hectare de terrain défriché parmi les 2 hectares que je possédais. 4 chambres, 2 salles de bain, une terrasse orientée à l'ouest face aux montagnes. J'avais planté un potager le long du mur sud. Caroline en avait toujours voulu un. J'ai envoyé un SMS à Damien en avril. Viens voir la maison quand tu auras le temps. Amène la famille. Il m'a répondu le lendemain matin. Moi chargé. Peut-être pour le pont de l'Ascension ? Le pont de l'Ascension était dans 6 semaines. Je suis retourné travailler pour faire les joints du carrelage de la salle de bain et je n'en ai plus reparlé. Ils sont arrivés un samedi après-midi de fin mai. La BMW de Damien a remonté l'allée de gravier que j'avais nivelée et posée moi-même. Ma belle-fille, Sophie,
est descendue la première. Elle a 35 ans, travaille dans le marketing, et porte une coupe de cheveux très précise qui laisse deviner qu'elle a des opinions tranchées sur presque tout. Elle a regardé la maison comme on regarde un meuble étrange qu'on vous aurait légué sur un testament. Damien a contourné la voiture côté conducteur. Mon fils. 38 ans. Un beau garçon. Il l'a toujours été. Il travaille dans le crédit aux entreprises à Lyon. Il gagne très bien sa vie. Il porte le genre de chaussures qui ne sont pas faites pour être salies. Papa. Il m'a pris rapidement dans ses bras. Un bras pour me serrer, l'autre main tenant son téléphone. J'ai écarté les bras en direction de la maison. Alors. Il a plissé les yeux en la regardant. Ça fait vraiment vieux. C'est vraiment vieux, ai-je répondu. C'est tout le but. La porte d'entrée était en pin d'origine, épaisse de 5 cm, reposée sur des charnières forgées à la main que j'avais commandées à un forgeron de Saint-Jean-du-Gard. J'avais décapé et rehuilé le bois jusqu'à ce que le grain s'ouvre comme une carte de géographie. Damien est passé devant sans s'arrêter. Et à l'intérieur. La grande pièce à vivre. Mur en pierre apparente. Parquet en cœur de pin qui rougeoyait dans la lumière de l'après-midi comme si quelque chose de chaud vivait en dessous. La cheminée restaurée. Plafond à poutres apparentes. 2 fenêtres au rebord profond que j'avais vitrées moi-même avec du verre ondulé d'époque déniché chez un brocanteur spécialisé à Florac. Sophie est entrée lentement, les bras croisés. Ça a un certain charme, a-t-elle dit. Si on aime ce genre de choses. Quel genre de choses, ai-je demandé. Rustique. Style maison de campagne. Elle s'est dirigée vers la cuisine. C'est de la récup? La majeure partie, oui. Les meubles sont en cerisier que j'ai débité d'un arbre tombé au fond de la propriété. Elle a ouvert un tiroir, l'a refermé. Son expression était celle de quelqu'un qui lit un menu dans une langue qu'il ne comprend pas. Damien s'est tenu au centre de la pièce, regardant le plafond. Papa, les poutres sont superbes. Il l'a dit sur le même ton qu'on utilise pour complimenter le projet d'école d'un enfant. Je leur ai fait visiter le reste de la maison. Les chambres avec leurs murs en plâtre d'origine, réparés section par section. La baignoire sur pied que j'avais trouvée dans une casse près d'Uzé et que j'avais mis 3 week-ends à retaper. Le balcon à l'étage avec sa vue plongeante sur la ligne de crête. Sophie a dit que les salles de bain auraient besoin d'être rafraîchies. Je venais de finir ces salles de bain il y a 6 semaines. Dehors, je leur ai montré le potager. La terrasse que j'avais reconstruite planche par planche avec du bois de charpente ancien. L'allée en pierre que j'avais posée pour relier la maison au parking. Chaque pierre ajustée à la main et nivelée sans machine. Damien a mis les mains dans ses poches. Je peux te demander quelque chose, papa? Bien sûr. Pourquoi n'as-tu pas simplement vendu le terrain? Tu aurais pu en tirer un bon prix, acheter quelque chose plus près de la ville. Quelque chose de prêt à habiter. C'est prêt à habiter, ai-je dit. Il s'est frotté la nuque. Je veux dire, plus moderne. Avec moins d'entretien. J'ai construit ça pour toi, ai-je répondu. Pour toi, Sophie et les enfants. De l'espace pour grandir. De la place pour Kéma et Théo et un jardin. Un vrai jardin. Pas un mouchoir de poche dans un lotissement. Il a regardé Sophie. Elle vérifiait son téléphone. Papa. Il a baissé la voix. Honnêtement, ce n'est pas vraiment notre style. On a regardé des maisons dans la banlieue ouest de Lyon. Du neuf. Il y a un nouveau quartier qui se construit près du Rhône. Des maisons de ville. Une meilleure carte scolaire. J'ai regardé mon fils. J'ai regardé les murs de pierre que j'avais remontés à la main, les sols que j'avais poncés à genoux pendant 3 semaines, la cheminée qui m'avait pris 6 semaines à restaurer. Le trajet d'ici à Lyon serait un enfer, a-t-il ajouté. Vous pourriez vivre ici, ai-je dit. Travailler à distance. Tu l'as déjà fait. Sophie est apparue dans l'encadrement de la porte. Chérie, on devrait y aller. Emma a son truc à 16 heures. Damien s'est tourné vers moi. Désolé, de cette façon qu'ont les gens quand ils ne sont pas vraiment désolés, mais savent qu'ils doivent en avoir l'air. On va y réfléchir, papa. Peut-être que c'est plus logique d'en faire un bien locatif. Tu pourrais probablement en tirer 800,
900 par mois avec des vacanciers. 8 cents par mois. Il m'a pris brièvement dans ses bras. C'est un beau projet. Tu as fait un travail incroyable. Sérieusement. Je suis resté sur la terrasse que j'avais construite et j'ai regardé sa BMW reculer dans l'allée de gravier. La lumière de l'après-midi frappait les murs en pierre de la maison d'une manière qui donnait l'impression qu'ils avaient poussé là. 12 000 pierres, à vue de nez. Je les avais toutes touchées. Un beau projet. Je suis rentré à l'intérieur et je me suis fait un sandwich. Je l'ai mangé seul à la table de cuisine que Caroline et moi avions utilisée pendant 31 ans, et que j'avais ramenée de notre maison avec ma camionnette. Je suis resté assis là jusqu'à ce que le soleil disparaisse derrière la crête. Le lundi suivant, j'ai appelé un homme nommé Didier Laurent. Il était dans la salle lors d'une conférence sur la préservation du patrimoine où j'étais intervenu à Meilruet des années auparavant. Un promoteur immobilier spécialisé dans l'hôtellerie de charme. Il s'était forgé une réputation en achetant des propriétés historiques significatives dans la région et en les convertissant en location de vacances haut de gamme ou en petites auberges. Pas le genre de rustique préfabriqué. Le vrai truc. Didier, ai-je dit quand il a décroché. J'ai quelque chose que tu devrais voir. Il est venu le jeudi suivant. Il a passé 2 heures à arpenter chaque pièce. Il a mis un genou à terre pour examiner les assemblages du parquet. Il a passé ses mains sur les murs en pierre. Il est resté longtemps devant la cheminée restaurée, sans dire un mot. Finalement, il s'est tourné vers moi. Gégé, je vais être direct avec toi. C'est un travail extraordinaire. Le marché pour des propriétés historiques authentiques dans cette région est plus fort qu'il ne l'a jamais été. Les gens paient des primes considérables pour la réalité, pas pour une version imitée de la réalité. Ça, c'est la réalité. Quels sont tes projets pour cette maison? Mon fils n'en veut pas, ai-je dit. Didier a hoché la tête lentement. Je vais te faire une offre aujourd'hui. 870 000 €. Nous la convertirons en une location de luxe de 4 chambres. On garde le nom, on garde le cachet. Je demanderai à mon avocat de préparer les papiers cette semaine. J'ai regardé par la fenêtre orientée à l'ouest de cette maison que j'avais passé 22 mois à reconstruire. Les montagnes étaient brumeuses et bleutées au loin. Je t'appelle demain, ai-je dit. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'au belvédère de la Corniche des Cévennes, là où Caroline et moi avions l'habitude d'aller quand nous avions besoin de réfléchir. Je me suis assis dans la camionnette pendant 1 heure, les étoiles apparaissaient, les lumières de la vallée en contrebas. J'ai repensé à ce que Damien avait dit. Beau projet. 8 cents par mois. Pas notre style. J'ai rappelé Didier le lendemain matin. Marché conclu. La signature a eu lieu un jeudi fin septembre. Mon notaire, maître Philippe Gauthier, s'était occupé de la transaction. Le titre de propriété avait toujours été à mon nom. Le terrain était à moi. La maison que j'avais construite sur ce terrain était à moi. Je n'avais jamais rien transféré. Jamais fait la moindre promesse légale. Je n'ai rien dit à Damien. Le virement est arrivé sur mon compte le mardi suivant. Après impôts et frais, je suis reparti avec 680 000 €. Ce soir-là, j'ai préparé le rôti de bœuf de Caroline, son exacte recette, la fiche cartonnée avec son écriture rangée dans le tiroir de la cuisine. Je l'ai mangé à la table que nous avions partagée pendant 31 ans. Je n'ai pas allumé la télévision. Je me suis assis dans le silence, j'ai mâché lentement et j'ai pensé aux pierres. 1 mois plus tard, Damien l'a découvert. Petite ville. Les nouvelles vont vite. Un de ses collègues avait vu l'annonce sur le site web des propriétés de charme de Didier. La maison avait été photographiée par un photographe spécialisé en architecture et présentée dans un magazine régional. Un reportage magnifique. 8 pages. Le journaliste parlait d'une leçon magistrale de préservation du patrimoine. Damien m'a appelé à 7h40 du matin. Papa, sa voix avait cette tension particulière qu'elle prend quand il s'efforce de contrôler quelque chose. Dis-moi que ce que je viens de lire n'est pas vrai. Tout dépend de ce que tu as lu. Tu l'as vendu. La ferme. Tu l'as vendue pour presque 900 000 €. 870, ai-je précisé. Oui. Le silence a duré plusieurs secondes. Cet argent aurait dû nous revenir. La maison aurait dû vous revenir, ai-je dit. On ne voulait pas de la maison, papa.
On voulait. Il s'est arrêté. Cet argent aurait dû nous revenir. Tu l'as construite pour nous. Je l'ai construite comme un cadeau. Vous avez refusé le cadeau. Tu l'as traité de chambre d'hôte pour vieux. Je ne voulais pas dire. Tu le pensais, Damien. Vous le pensiez tous les deux au moment où vous l'avez dit. Je l'ai très bien entendu. Le ton de sa voix a changé. Tu n'avais aucun droit de la vendre sans nous en parler. J'en avais absolument tous les droits, ai-je répondu. Mon terrain, mon travail, mon acte de propriété. Depuis toujours. Je ne t'ai jamais rien promis par écrit. Il n'y avait aucun accord. Il y avait juste un père qui construisait quelque chose pour son fils, et un fils qui n'était pas intéressé. On aurait pu s'arranger si tu nous en avais simplement parlé. Je te parle maintenant. Ce n'est pas. Il a expiré bruyamment. Je vais appeler Philippe. Je vais tirer ça au clair. Fais donc, ai-je répondu. Papa, ce n'est pas fini. Il a raccroché. Je me suis versé une deuxième tasse de café. Il était encore chaud. 3 semaines plus tard, une enveloppe d'un cabinet d'avocats de Lyon est arrivée. Damien avait trouvé un avocat. La lettre faisait 3 pages, très formelle et agressive. Elle affirmait que j'avais fait une promesse verbale de céder la propriété, que Damien s'était appuyé sur cette promesse à son détriment en ne cherchant pas d'autres options de logement, et que je lui devais une part significative des bénéfices. Le terme juridique utilisé était la responsabilité pour rupture de promesse. Je l'ai faxé à Philippe, qui m'a rappelé 20 minutes plus tard. Il n'a aucun dossier, a dit Philippe. Tu n'as jamais transféré le titre. Tu n'as jamais rien signé. Tu n'as jamais mis de montant sur une promesse. C'est juste un fils en colère qui espère te faire peur pour que tu lui fasses un chèque. Ne fais pas de chèque. Est-ce qu'il peut rendre les choses difficiles? Il peut gaspiller son argent à essayer et rendre les choses inconfortables au repas de la Toussaint. Laisse-le faire, ai-je répondu. Le repas de famille de la Toussaint avait lieu chez mon frère René, à Anduze. Repas de famille, l'équipe habituelle. 14 personnes autour de 2 tables collées l'une à l'autre. Damien est venu avec Sophie et les enfants, Emma, 9 ans, et Théo, 6 ans. Je suis arrivé tôt pour aider la femme de René à préparer. J'étais dans la cuisine quand Damien est entré. Il m'a regardé une fois et est parti à l'autre bout de la pièce. Sophie ne m'a pas salué. Elle a passé la première heure à parler discrètement avec la femme de René, Catherine, qui n'arrêtait pas de me lancer des regards avec une expression que j'ai reconnue comme de la neutralité inquiète. Les enfants sont venus me voir immédiatement. Emma s'est accrochée à ma taille. Théo voulait me montrer un caillou qu'il avait trouvé et dont il était certain que c'était une météorite. C'était un morceau de gravier dallé, mais je l'ai examiné avec le plus grand sérieux et je lui ai dit que ça méritait des investigations plus poussées. René m'a pris à part avant le dîner. Sa voix était prudente. Damien dit que tu as vendu la maison sans le prévenir. J'ai vendu mon propre bien, oui, ai-je répondu. Il dit que tu avais promis. Je n'ai rien promis par écrit. J'ai offert un cadeau. Le cadeau a été refusé. René a fixé le sol. Tu sais que tu aurais pu lui donner quelque chose. Une part. Pour arrondir les angles. J'ai regardé mon frère, René. Tu sais combien de temps j'ai travaillé sur cette propriété? Il a secoué la tête. 22 mois. Tous les jours, tout seul. Damien est venu la voir une fois pendant 2 heures et il est parti pour emmener sa fille à un anniversaire. En 22 mois, il est venu une fois. René n'a rien dit. Et quand il s'est tenu dans ces pièces que j'avais bâties de mes propres mains, il m'a parlé d'un nouveau quartier résidentiel en construction près du fleuve. Des maisons de ville, la carte scolaire. Sa décision était déjà prise avant même d'arriver. J'ai laissé ça planer un instant. Il ne s'agit pas d'argent, ai-je ajouté. Il ne s'est jamais agi de ça. Le dîner était empreint de ce genre de tension que tout le monde ressent mais que personne ne nomme. Damien et moi nous sommes passés les plats sans nous adresser la parole. Sophie a fait la conversation d'un bout à l'autre de la table avec un entrain délibéré. Les enfants mangeaient, s'agitaient, et ne comprenaient pas ce qui se passait. Après la tarte, Théo a grimpé sur mes genoux et s'est à moitié endormi, comme le font les petits-enfants quand ils se sentent en sécurité. Je suis resté parfaitement immobile pour ne pas le réveiller.
Emma m'a trouvé plus tard sur la terrasse de René, avec mon manteau, regardant la dernière lueur quitter le ciel. Papy. Salut, ma puce. Elle s'est tenue à côté de moi, appuyée contre la rambarde. Toi et papa, vous vous êtes disputés? Un désaccord, ai-je répondu. À propos de la maison que tu as construite? Je l'ai regardée. 9 ans. Les yeux sombres de Caroline. Oui. À propos de ça. Maman a dit que tu devais nous la donner. J'en avais l'intention, ai-je dit. Je l'avais construite pour votre famille. Mais ta maman et ton papa ont décidé qu'ils n'en voulaient pas. Elle a froncé les sourcils. Pourquoi? J'ai réfléchi à la façon de le formuler. Parfois, les gens veulent autre chose que ce qu'on leur donne. Même si ce qu'on leur a donné a pris beaucoup de temps à fabriquer. Elle est restée silencieuse un moment. Comme quand j'ai fabriqué un bol en argile pour papa à l'école et qu'il a dit merci, mais que je ne l'ai plus jamais revu. Quelque chose a remué dans ma poitrine. Quelque chose d'à la fois vif et silencieux. Oui, ma chérie. Un peu comme ça. Damien est apparu sur le seuil. Emma, ta mère te cherche. Elle est rentrée. Damien est resté dans l'encadrement de la porte. Nous nous sommes regardés un instant. Tu vas vraiment laisser tous à détruire notre famille, m'a-t-il demandé. Je n'ai rien détruit du tout, ai-je répondu. Il est retourné à l'intérieur. Décembre a amené le pire froid que les montagnes Cévenol aient connu depuis 8 ans. Je suis resté chez moi la plupart du temps. La maison dans laquelle Caroline et moi avions élevé Damien, la maison dans laquelle il avait grandi. 40 ans de vie quotidienne dans ces murs. Je me suis assis à la table de la cuisine avec les mots croisés de ma femme devant moi, et je n'y ai pas touché. L'avocat de Damien a envoyé une lettre de relance en décembre. Philippe a répondu avec des preuves à l'appui. Chaque permis de construire que j'avais obtenu, chaque facture de matériaux, chaque artisan que j'avais payé pour le travail que je ne pouvais pas faire moi-même. La chaîne de propriété, ininterrompue, de 1987 jusqu'au jour de la vente. 3 semaines plus tard, l'avocat de Damien s'est retiré de l'affaire, mais Damien, lui, n'a pas abandonné. Sophie a commencé à publier des choses sur les réseaux sociaux. Rien avec mon nom. Rien de direct. Le genre de publication qui utilise des mots comme ingrat et toxique dans des contextes qui permettent à tous ceux qui vous connaissent de remplir les blancs. Des amis communs ont commencé à appeler. La plupart d'entre eux ne sachant pas trop quoi dire. Quelques-uns ont complètement cessé d'appeler. Ça ne m'a pas surpris. En général, les gens prennent le parti de la première personne qui leur raconte l'histoire. Février, fin du mois, un mardi soir, menace de neige, un ciel de cette couleur gris plat particulière qui signifie que quelque chose se prépare. On a sonné à ma porte à 18h30. C'était Emma. Et pas seulement Emma. Elle tenait un bout de papier plié et elle était seule sur mon perron, ce qui voulait dire que Sophie était dans la voiture au bout de mon allée. Je pouvais voir les phares. Papa m'a laissé venir, a dit Emma rapidement. Maman m'a conduite. Entre. Elle a fait un pas à l'intérieur, a regardé la cuisine qu'elle avait connue toute sa vie. Je lui ai préparé un chocolat chaud, elle s'est assise à la table de Caroline et a tenu la tasse à 2 mains. Je voulais te donner ça, a-t-elle dit. Elle a fait glisser le papier plié sur la table. C'était un devoir d'école. Son institutrice avait écrit le sujet en haut, écrivez sur quelqu'un qui a fabriqué quelque chose. Qu'a-t-il fabriqué et pourquoi est-ce important? Emma avait écrit sur moi. Son écriture était soignée et appliquée, comme écrivent les enfants quand ils savent que c'est pour quelque chose de vrai. Elle avait raconté sa visite à la ferme une fois avant que je ne l'aie terminée, quand elle avait 7 ans. Je ne me souvenais pas de l'y avoir amenée. Mais elle l'avait raconté avec la précision d'un enfant qui garde les choses qui comptent. Elle se souvenait de l'odeur du bois. Elle se souvenait que je l'avais laissé poser sa main sur une pierre en lui disant que cette pierre faisait partie de ce mur depuis 120 ans. Elle se souvenait que j'avais un peu pleuré, que j'avais cru le cacher, mais qu'elle l'avait vu. Elle avait écrit, mon grand-père a fabriqué toute une maison tout seul. Il l'a faite pour nous, mais nous ne pouvions pas y habiter. Je ne connais pas toutes les raisons. Je pense que c'était très difficile à faire et que ça a pris très longtemps. Je crois que quand on fabrique quelque chose d'aussi dur et qu'on le donne, et que la personne ne peut pas s'en servir, ça doit faire l'effet de porter quelque chose de très lourd pendant très longtemps,
puis de le poser, et l'autre personne passe simplement à côté. Je veux qu'il sache que je l'ai vu. Je trouve qu'elle était magnifique. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai replié en suivant ses marques de pliure et je l'ai posé sur la table devant moi. Emma m'observait. « Tu vas bien, papy ? » « Je vais bien, ma puce. Merci de m'avoir apporté ça. » Elle a fini son chocolat chaud. Sophie a envoyé un SMS, puis un autre. J'ai raccompagné Emma jusqu'à la porte et je l'ai regardée courir à travers la cour enneigée jusqu'à la voiture. Sophie ne m'a pas regardé. Les phares ont balayé l'allée et elles sont parties. Je suis retourné m'asseoir à la table de la cuisine, j'ai mis mon visage dans mes mains et j'ai pleuré. Pour la première fois depuis l'enterrement de Caroline. Pas pour la maison, pas pour l'argent, mais pour ce fardeau que j'avais porté. Emma l'avait formulé avec exactitude, et elle avait 9 ans. Je l'ai posé ce soir-là. Ce que j'avais porté, quel qu'il soit. Mars. J'ai recommencé à travailler. De petits projets, des manteaux de cheminée sur mesure, des bancs de jardin, un mur de soutènement en pierre sèche pour un voisin dont le terrain en pente n'arrêtait pas de s'ébouler. Je n'avais pas besoin de cet argent, mais j'avais besoin de mouvement, de fabriquer quelque chose. Didier m'a envoyé des photos de la ferme fin mars. Il l'avait ouverte en location de vacances en février. Complet pour tout l'été, a-t-il dit. Les clients n'arrêtent pas de laisser des avis disant qu'ils ressentent quelque chose de différent là-bas. Quelque chose qui n'arrive pas d'habitude dans les locations. L'impression que ça a été fait à la main plutôt que juste construit. J'ai imprimé les photos et je les ai affichées sur le réfrigérateur à côté d'une photo de Caroline. Avril a apporté quelque chose que je n'attendais pas. Damien a appelé un jeudi matin. Pas au sujet de l'avocat, pas pour l'argent. Il a appelé parce que Théo s'était cassé le bras à l'école et que Damien était à l'hôpital. Sophie était à une conférence à 2 heures de route et il avait l'air de ce qu'il était, un père, effrayé, dépourvu de cette assurance théâtrale qui accompagne habituellement la voix de mon fils. J'étais dans ma camionnette avant même d'avoir totalement assimilé la conversation. Le bras de Théo présentait une fracture nette, le genre qui guérit vite chez les enfants. Il allait bien. Il avait été plus courageux que Damien pour la radio. Nous nous sommes assis dans la salle d'attente pendant 2 heures pendant qu'il posait le plâtre. Théo s'est endormi en travers de 2 chaises, la tête sur mes genoux. Damien s'est assis à côté de moi. Nous n'avons pas parlé de la maison. Nous n'avons pas parlé d'argent, ni d'avocat, ni des réseaux sociaux de Sophie. Nous sommes juste restés assis dans la salle d'attente d'un hôpital dans ce silence particulier des gens qui ont eu peur pour le même enfant et qui ressentent le même soulagement une fois l'épreuve passée. Quand Théo a eu son bon de sortie, nous nous sommes tenus sur le parking en début de soirée. « Merci d'être venu » a dit Damien. Il le pensait vraiment. J'entendais la différence. « C'est mon petit-fils » ai-je répondu. Il a hoché la tête. Nous sommes restés là un moment dans l'air qui se rafraîchissait. Papa, il s'est arrêté, a recommencé. Je ne sais pas comment. Tu n'es pas obligé aujourd'hui, ai-je dit. Il m'a regardé. On a le temps, ai-je ajouté. Nous avons du temps. C'est suffisant pour l'instant. Je suis rentré seul, j'ai préparé le dîner, j'ai mangé à la table de Caroline. La cuisine était chaleureuse et silencieuse et j'ai eu l'impression, pour la première fois depuis longtemps, que c'était suffisant. Mais une lettre est arrivée sans adresse d'expéditeur, ce qui signifie généralement que c'est quelque chose dont je ne veux pas. À l'intérieur, il y avait une carte. L'écriture de Sophie. Je l'ai reconnue d'après les cartes d'anniversaire qu'elle avait envoyées au fil des ans, celle qui avait toujours sa signature un peu trop grande. Elle avait écrit un seul paragraphe. Une écriture appliquée, le genre qui se produit quand on a réécrit la même chose plusieurs fois. Elle disait qu'elle était passée en voiture devant la ferme en mars. Qu'elle s'était arrêtée sur la route et l'avait regardée pendant un long moment. Elle disait qu'elle était magnifique. Elle disait qu'elle comprenait maintenant qu'elle avait toujours été magnifique et qu'elle n'avait pas été capable de le voir à l'époque, et qu'elle était désolée de ne pas avoir pu. Elle n'a rien demandé. Elle ne s'est pas expliquée plus que ça. Elle a signé avec son prénom. J'ai rangé la carte dans le tiroir de la cuisine avec les mots croisés de Caroline. Juin. Damien est passé un samedi matin à l'improviste, ce qu'il ne fait jamais. J'étais dans le garage, en train d'ébaucher les pieds d'une table à manger qu'un client d'Uzé m'avait commandé.
Du chêne massif de 50 mm, un modèle traditionnel à tréteaux. Il est resté dans l'encadrement de la porte du garage et m'a regardé travailler pendant un moment. Je l'ai laissé faire. Finalement, qu'est-ce que tu fabriques? Une table de salle à manger. Style tréteau. En chêne blanc. Il s'est approché et a regardé le bois sur l'établi. Je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Comment tu sais par où commencer? Il a touché le bord d'une des planches brutes. Quand tu regardes un morceau de bois comme ça, comment tu sais ce qu'il veut devenir? J'ai regardé mon fils. J'ai réfléchi à la façon de répondre honnêtement. Tu passes du temps avec d'abord, ai-je dit. Tu ne commences pas à couper tant que tu ne l'as pas examiné sous tous les angles. Tu cherches le grain. Tu cherches les motifs dans le bois. Ensuite, tu travailles avec, pas contre lui. Il est resté silencieux. Il a passé sa main le long du grain. Je l'ai laissé faire. Je lui ai demandé s'il voulait rester quelques heures. Il a dit oui. Je lui ai donné un rabot et je lui ai montré ce que je voulais obtenir sur l'une des pièces. Il a été très mauvais pendant environ 20 minutes. Puis sa main a commencé à trouver le bon angle. Je n'ai pas dit grand-chose. Il y a un moment où les instructions deviennent des interférences et où il faut laisser le matériau enseigner à la personne. Nous avons travaillé jusqu'à midi. J'ai préparé des sandwichs et nous avons mangé dans le garage, assis sur le haillon de ma camionnette. C'était le plus de temps que nous ayons passé ensemble sans parler de rien depuis 20 ans. Il est revenu le samedi suivant et celui d'après. En août, il savait lire une planche assez bien pour savoir par quelle face commencer. Il avait des callosités qui se formaient à la base de ses doigts. Il a arrêté de regarder son téléphone. C'est cette dernière chose que j'ai remarqué le plus. En septembre, l'école d'Emma a organisé une journée des familles. J'y ai été convié, ce qui m'a surpris, mais j'y suis allé. Emma avait fait la maquette d'un bâtiment pour l'atelier d'architecture de sa classe. Elle l'avait construite avec des petits cailloux du ruisseau derrière chez moi, liés avec de l'argile. Brut, imprécis, avec une logique structurelle qui n'appartenait qu'à elle. Son institutrice m'a raconté qu'elle avait expliqué la construction en pierre sèche à la classe à partir de quelque chose qu'elle avait lu. Elle avait fait ses propres recherches. Emma m'a montré sa maquette avec soin. Elle a justifié chaque décision comme si elle la présentait à quelqu'un qui comprendrait. J'ai écouté chaque mot. C'est bien. Un raisonnement solide, lui ai-je dit. Tu as fait attention au coin. C'est là que la plupart des gens se trompent. Elle a rayonné. La Toussaint, 2e année. À nouveau chez René. Damien est arrivé tôt et a aidé à dresser les tables. Lui et moi avons monté des chaises du sous-sol sans qu'on nous le demande. Quand nous nous sommes croisés dans le couloir, il s'est arrêté. Papa, je dois te dire quelque chose. J'ai attendu. Je sais que je t'ai blessé. Pas seulement avec la maison. Ça fait longtemps que je ne te vois pas clairement. Ce que tu fais, ce que tu sais, ce que ça exige. Il a ravalé sa salive. J'ai fait passer un montage financier dont j'étais fier avant une maison que tu avais bâtie de tes propres mains sous la canicule du Gard, et je n'ai pas pensé une seule seconde à ce qui comptait vraiment entre les deux. J'ai regardé mon fils. Il avait un peu vieilli cette année. Un bon vieillissement, le genre qui vient de quelque chose de vrai. Je n'ai pas besoin d'un discours, ai-je dit. J'ai juste besoin que tu sois là. Il a hoché la tête. Je sais. J'y travaille. Nous avons installé les dernières chaises. 14 personnes sont venues. Théo a voulu s'asseoir à côté de moi. Emma a voulu expliquer à toute la table ce qu'elle avait appris sur les clés de voûte. Sophie m'a passé la sauce au canneberge et a dit merci, et j'ai dit de rien, et ce fut tout, et ce fut suffisant. Après le dîner, Damien m'a retrouvé dehors. La même terrasse que l'année dernière. Les mêmes montagnes grises. En plus froid cette fois-ci. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, m'a-t-il dit. Sur le grain du bois. Travailler avec, pas contre lui. J'ai attendu. Je crois que j'ai passé beaucoup de temps à essayer de travailler contre les choses. La façon dont on a grandi, ta façon de faire les choses, comme si c'était quelque chose qu'il fallait fuir. Je sais, ai-je répondu. Je ne comprenais pas que les choses que j'essayais de fuir étaient celles qui valaient la peine d'être gardées. J'ai regardé les montagnes.
Un homme peut passer beaucoup d'années à comprendre ça, ai-je dit. Certains hommes n'y arrivent jamais. Tu l'as fait. C'est ça qui compte. Nous sommes restés dans le froid un moment, sans parler. Le bruit chaleureux de la maison derrière nous, l'odeur du feu de bois venant de quelque part dans la vallée. Je fabrique quelque chose pour Emma, lui ai-je dit. Un bureau. Elle a mentionné qu'elle voulait un endroit pour écrire à la maison. J'aurais besoin de ton aide pour les finitions. Il m'a regardé. Je ne suis pas encore assez bon. Tu es assez bon pour poncer, ai-je répondu. Et pour tenir les choses fermement pendant que je coupe. Il a souri. Ça me semble gérable. Décembre. Le bureau trônait, terminé, dans mon garage, attendant le matin de Noël. En chêne blanc avec des incrustations de cerisier le long des façades des tiroirs. Assez petit pour une chambre de petite fille de 9 ans, mais conçu pour grandir avec elle. J'avais gravé ses initiales sous le plateau, monsieur ses initiales complètes, à l'endroit précis où j'avais toujours vu les artisans signer leur travail. Pas à l'extérieur. Pas là où on le cherche. En dessous, là où ça attend. Emma l'a découvert le matin de Noël et s'y est assise immédiatement avant d'avoir ouvert quoi que ce soit d'autre. Elle a posé ses mains à plat sur la surface, comme on le fait quand quelque chose semble juste. Elle m'a regardé à l'autre bout de la pièce. C'est toi qui as fait ce bureau? J'ai fait ce bureau. Papy, a-t-elle dit très sérieusement. Je vais m'en servir pour le reste de ma vie. Je sais que tu le feras. Ma douce, l'argent de la vente de la ferme repose principalement à quelques endroits maintenant. Des fonds d'études pour Emma et Théo, bloqués jusqu'à leurs 18 ans. J'ai fait un don à la Fondation départementale pour la préservation du patrimoine, qui restaure une école du 19e siècle près de Sainte-Croix-Vallée française qui s'effondrerait autrement. J'en ai gardé assez pour vivre confortablement et choisir mes projets. Je n'ai pas besoin de grand-chose. Didier m'a envoyé un mot à l'automne. La ferme avait été demandée comme lieu de tournage pour un documentaire sur l'architecture vernaculaire cévenole. Il voulait ma permission pour participer. Je l'ai donnée. Je n'ai jamais demandé à la récupérer. Elle n'a jamais été à moi pour que je la reprenne de cette façon. Je l'avais construite pour une raison. Même si la raison a changé de forme. Quelqu'un y vit maintenant, selon les saisons, et la traite avec quelque chose qui s'approche de la vénération. C'est plus important que d'en être propriétaire. Caroline aurait navigué à travers tout ça différemment. Elle avait un talent pour trouver le chemin entre les gens que je n'arrive pas toujours à repérer par moi-même. Je suis meilleur avec la pierre et le bois. Des choses qui gardent leur forme. Les gens changent. Les familles évoluent. J'apprends encore à travailler avec ça. Ce que je sais, c'est ceci. Damien vient le samedi. Il travaille sur son propre projet maintenant, une petite étagère pour la chambre des enfants. Rien de compliqué. Il est frustré quand les joints ne s'alignent pas et je lui dis que la frustration fait partie du processus. Que la frustration signifie qu'on se soucie du résultat. Que tous ceux qui ont un jour construit quelque chose qui en valait la peine se sont retrouvés assis par terre dans un garage avec l'envie de tout balancer par la fenêtre. Il rit quand je dis ça. C'est un bon rire. Le vrai rire qu'il avait enfant avant de décider que rire comme ça ne faisait pas professionnel. Emma vient le dimanche. Elle a décidé qu'elle voulait apprendre à monter des murs en pierre sèche. Je lui construis un mur d'entraînement dans le jardin. Petit. Juste pour en comprendre la logique. Elle a de bons instincts. De la passion. Elle prend son temps avec chaque pierre, et au fond, c'est bien là l'essentiel, non? C'est ça l'essentiel. Certaines leçons coûtent plus cher que d'autres. La mienne a coûté une ferme et la majeure partie de 2 années. Celle de mon fils lui a coûté une année de samedi et la plus grande partie de la version de lui-même qu'il jouait. Nous sommes tous les deux un peu plus légers d'avoir perdu ça. Nous nous parlons maintenant. Nous construisons maintenant. Parfois ensemble. Parfois en parallèle. Parfois juste l'un près de l'autre dans un garage chauffé, avec la radio allumée et de la sueur sur le sol. Les mots croisés de Caroline sont toujours sur le comptoir de la cuisine. J'ai décidé qu'ils y resteraient. Il y a un mot vers le bas qu'elle avait presque terminé. J'ai fini par regarder la définition il y a quelques semaines. 8 lettres. La réponse, qu'elle avait trouvée, qu'elle trouvait toujours, était héritage.
Elle avait trouvé juste.